Salut les amis et bienvenue dans cette autre vidéo, dans notre série pratique de vidéos liées à la mise en place des filtrages de sécurité sur le pare-feu FortiGate. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va entamer avec la tâche 5 qui concerne le filtrage des fichiers. Donc les autres tâches, on les a fait dans les précédentes vidéos, donc vous pouvez trouver les liens soit sur la description de cette vidéo ou bien sur la chaîne, vous allez voir les précédentes vidéos. Donc là, on va passer à la tâche 5 qui est le filtrage dans des fichiers. Donc ici, l'objectif, c'est quoi? C'est que, par exemple, sur votre réseau, votre infrastructure, vous avez envie, par exemple, d'empêcher vos utilisateurs de télécharger certaines extensions de fichiers, par exemple, des fichiers .iso, .exe ou les fichiers torrent, par exemple. Vous avez donc la possibilité de filtrer cela sur de faire cela donc avec le filtrage de fichiers. Donc, on va sauter directement sur le pare pour voir comment configurer tout ceci. Donc, ici, sur notre politique de pare-feu, la même que nous utilisons, nous utilisons depuis dans les précédentes vidéos. Donc, ici, on va passer dans le filtrage DNS. Bon, ça, c'était la précédente vidéo. On va aller dans sur le filtrage de fichiers. Donc, j'active ici et puis je vais sélectionner le filtrage par défaut et puis je vais éditer. Donc, ici, vous allez remarquer que le filtrage des fichiers, l'interface est vraiment assez simple. Donc, soit vous avez la possibilité d'analyser le contenu dans des archives. Alors ici, cet objectif, ce point-ci là permet de faire quoi? Ça veut dire, par exemple, si vous voulez bloquer une extension, par exemple, bloquer un fichier .exe, si vous ne cochez pas cette case ici, ça veut dire que si quelqu'un va sur Internet et il télécharge, par exemple, une archive, c'est-à-dire que c'est un fichier compressé, par exemple, dans lequel il y a, par exemple, un fichier .exe, c'est-à-dire que quelqu'un a téléchargé un ensemble de fichiers exe, il a rendu ça en fichier .archive, il a mis ça sur Internet, et si un de vos utilisateurs va donc télécharger ce fichier archive-là, sachant qu'à l'intérieur du fichier, il y a des fichiers .exe, si vous n'avez pas coché dans cette case-là, l'utilisateur va donc pouvoir télécharger dans ce fichier-là sans souci et il va se retrouver sur son poste à décompresser cela et avoir dans les fichiers .exe sur son poste. Donc c'est pour ça qu'ici, cette option-là, il faut cocher. Donc, également, le filtrage des fichiers, comme j'avais expliqué dans la précédente vidéo, vous avez pour certains profils de sécurité la possibilité de fonctionner en mode d'inspection basé sur le flux ou en mode d'inspection basé sur le proxy. Donc, ici, par défaut, par défaut, c'est très souvent sur le mode basé sur le flux. On va voir un peu ce qui se passe lorsque on va, donc ici, directement, ce qui se passe, c'est que vous avez dans cette interface qui vous permet donc de créer les règles. Donc, ce qu'on va faire nouveau. Et puis ici, remarquez par exemple que lorsqu'on est sur le filtrage basé sur le flux, voici les différents protocoles qu'on peut inspecter. Ça veut dire que vous allez inspecter les fichiers, les extensions de fichiers qui passent par ces protocoles-ci. Vous voyez? Par contre, si je viens par exemple ici et que je fais baser sur un proxy, par exemple, et puis ici je viens faire nouveau, vous allez remarquer par exemple qu'il y a deux protocoles supplémentaires qui ont été ajoutés. Donc, le protocole MAPI et puis le protocole SSH. Donc, nous, on va rester donc sur le mode basé sur le flux. On avait expliqué cela, le mode basé sur le proxy, pardon. On avait expliqué cela. Le mode basé sur pour faire simple encore, à chaque vidéo, je réexplique parce que les personnes qui vont voir les vidéos ne vont pas forcément directement tomber sur les précédentes vidéos. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'explique toujours ces deux modes-ci avant de procéder. Donc, le mode basé sur le flux, c'est que sur votre réseau, si vous fonctionnez en mode basé sur le flux, si votre filtrage fonctionne sur le mode basé sur le flux, alors par exemple, si quelqu'un a peut-être un paquet, du moins l'utilisateur envoie une requête sur Google, et puis la réponse qui doit revenir contient par exemple à une taille de 40 octets, par exemple. 40 octets. Donc, au fur et à mesure que la réponse entre, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le premier octet entre directement dans cet octet-là est transmis directement à l'utilisateur final. C'est-à-dire que le FortiGate va prendre le premier octet, il va analyser si par exemple on a demandé de bloquer ou bien de filtrer, il vérifie est-ce que le premier octet, il y a un filtrage qui peut être fait dessus, est-ce qu'on doit bloquer, est-ce qu'on doit autoriser. Tel local, le premier octet, il fait traverser directement, ainsi de suite. Alors que lorsqu'on est sur le mode basé sur le proxy, ce qu'on va faire, c'est que le FortiGate, lui, il va recueillir d'abord toute la réponse, c'est-à-dire qu'il va recueillir d'abord tous les 40 octets. Il prend tous les 40 octets, il stocke. Il procède donc maintenant à l'analyse ou bien le filtrage qui a été défini dans la politique. Et c'est après avoir filtré donc et appliqué ce que vous avez décidé sur ces 40 octets-là qui va donc finalement donc envoyer ça donc à la destination. Donc c'est ça la différence entre les deux modes. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que si par exemple quand vous êtes en mode basé sur le proxy, si par exemple, sur les 40 octets, si peut-être que le 20e octet, il est par exemple, il a un problème, par exemple, il y a un virus à l'intérieur ou bien quelque chose du genre, vous aurez déjà quand même les 20 premiers octets qui auront été envoyés sur le poste du client. Voilà. Alors qu'en mode proxy,
dès qu'on récupère toute l'information, on l'analyse d'abord. Ensuite, après avoir terminé l'analyse, c'est à ce moment-là qu'on envoie au client, à l'utilisateur. Ça veut dire que si pendant qu'on analyse, on se rend compte qu'il y a un des octets qui est problématique, alors tout le paquet ne sera pas, du moins le paquet ne sera pas envoyé. Donc voilà la différence entre le mode basé sur le flux et le mode basé sur le proxy. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? Remarquez que ici dans la vidéo, j'avais mentionné quelque chose ici, là, attention au mode d'inspection. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est quoi déjà? On va commencer d'abord par aller avec le mode basé sur le flux. Donc, vous allez voir par la suite comment ça se, l'incident qu'il y a lorsque vous sélectionnez le mauvais mode d'inspection. Donc, on commence par le mode basé sur le flux. On va faire un nouveau. Donc, ici, je vais appeler ma méthode ici, là, bloquer exe et ISO. Donc, tout ce qui est fichier .exe ou .iso, on va bloquer. Donc, voilà les protocoles sur lesquels l'inspection va s'effectuer. Et ici, voici la direction du trafic. Vous pouvez choisir soit le trafic entrant ou le trafic sortant. Ça veut dire que si le trafic entrant, ça veut dire que FortiGate va suivre dans tous les fichiers .iso ou exe qu'on va télécharger pour envoyer sur le réseau. Et en sortant, ça veut dire que c'est FortiGate va aussi empêcher donc, par exemple, l'envoi des fichiers ISO et exe en dehors du FortiGate. Donc, trafic sortant. Donc, ou alors, vous pouvez suivre sur les deux. Donc, à vous de choisir. Donc, moi, je vais aller avec les deux. Donc, ici, protégé par mot de passe uniquement. Est-ce que vous voulez suivre les fichiers qui sont protégés par mot de passe uniquement? Non. Donc, moi, je ne vais pas cocher ceci. Donc, type de fichier. Donc, c'est ici que je vais sélectionner dans les extensions que je veux. Donc, ici, vous avez un ensemble, une liste d'extensions ici que vous pouvez sélectionner. Donc, ici, je vais prendre exe. Et puis, je peux également rechercher sur la liste où vous ne voyez pas ce que vous voulez. Vous pouvez chercher donc directement. Moi, je cherche par exemple ISO. Et puis, voilà. Donc, autre chose, ici, vous pouvez également chercher un fichier les extensions torrent. C'est vrai que dans la précédente vidéo, on a vu comment empêcher un utilisateur ou bien nos utilisateurs d'accéder à un site de torrent. Sur le filtrage web, on avait vu comment bloquer l'accès à un site de torrent. Ça veut dire que peu importe la nature du site, dès qu'il y a l'expression torrent, on pouvait bloquer l'accès à ce site-là. Donc, c'était le filtrage basé sur les mots-clés. On a vu ça sur la précédente vidéo sur le filtrage web. Donc, vous pouvez regarder la vidéo sur la chaîne. Donc, soit vous bloquez l'accès au site complet à travers le filtrage web, ou alors vous pouvez laisser les utilisateurs accéder au site de torrent. Donc, ils peuvent accéder à un site de torrent, ils vont voir tous les fichiers, les vidéos, les films et les séries. Sauf que vous pouvez empêcher, donc, par exemple, ici, le téléchargement donc, de ces fichiers-là en mentionnant tout simplement dans torrent ici sur la liste des fichiers à bloquer. Donc, ça fait qu'il faut très bien comprendre dans les profils de sécurité pour mieux appréhender et bien comprendre à quel niveau est-ce qu'il faut bloquer tel type de trafic. Est-ce que c'est un site web qu'il faut bloquer? Alors on sait où il faut bloquer. Est-ce que c'est une URL qu'il faut bloquer? Alors on sait où la bloquer. Est-ce que c'est une extension de fichiers qu'on va empêcher les utilisateurs de télécharger? Alors on sait où bloquer. Est-ce que c'est par exemple bloquer les fonctions sur une application? Ça veut dire que vous avez laissé les utilisateurs accéder à un site web, un site de vidéo comme YouTube, et puis vous voulez par exemple les empêcher de faire certaines actions, par exemple poster un commentaire ou bien avoir un certain contrôle sur la vidéo. Donc ça, on va voir ça après le filtrage des fichiers, on va voir ça dans le contrôle applicatif dans quelques minutes. Donc, on se limite à ça. Donc, ici, on va donc se limiter à ces deux extensions. Ici, là, on va aller sur les actions, on va dire bloquer. Donc, ici, on fait bloquer et puis on fait OK. Voilà, donc, basé sur le flux, voilà la règle qu'on veut appliquer. OK, c'est bon. Et ici, donc, dans l'inspection les méthodes d'inspection SSL, on peut utiliser également la méthode d'inspection profonde pour s'assurer qu'on on va effectivement scanner ou bien décrypter le contenu de ce qu'on veut télécharger pour voir si à l'intérieur, il n'y a pas les points exe, les points ISO. Donc, deep inspection, c'est ça qu'on va prendre. Et puis, on fait OK. C'est bon. Donc là, on va sauter sur notre poste de test ici. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est quoi? On va aller sur le site, on va aller sur le navigateur ici. Alors, on commence par .exe. Donc, on va commencer par exemple par essayer de télécharger un lecteur comme VLC. Donc, ici, tout ce que j'ai à faire, ici, c'est cliquer sur télécharger VLC. Donc, généralement, ça prend quelques secondes et puis soit ça lance tout seul ou alors on doit cliquer ici là pour lancer le téléchargement manuellement. Donc, je vais cliquer là par exemple, ça me donne les liens ici. Je sélectionne celui-ci. Et puis là, vous allez voir le message d'erreur. Je ne peux pas accéder à ce site. Donc, vous allez remarquer que voilà, c'est un fichier .exe. Dans le lien, l'extension, j'ai un fichier .exe. Je ne peux pas télécharger. Donc, si j'essaie, donc, par exemple, un fichier .iso, qu'est-ce que je vais bien prendre pour fichier ISO? Je vais peut-être télécharger un setup de Debian. Donc, Debian download. Voilà. Je sais que les Debian, c'est souvent un peu plus léger. Donc, sur le site de Debian, image pour Debian de test.
Et puis un peu plus bas, je vais donc regarder dans fichier .iso. Voilà, je vais cliquer dessus. Donc vous voyez, j'ai le même message d'erreur que lorsque j'étais sur le fichier .exe. Donc vous remarquerez que dans le navigateur, ou bien dans l'URL ici, là, vous allez voir le nom de fichier .iso. Donc que ce soit .iso ou .exe, ça ne télécharge pas. Alors, j'avais mentionné par exemple ici, tâche 5, filtrage de fichiers, et j'avais mentionné par exemple, attention au mode d'inspection. Donc, remarquez par exemple ici, ce qui va se passer, c'est, on était ici là sur le filtrage, sur notre profil de sécurité, on a pris le mode basé sur le flux. Donc, remarquez par exemple que malgré que les fichiers .iso et .exe s'ils ne téléchargent pas, si je prends par exemple une autre application, par exemple comme Anydex, par exemple, et que j'essaie de télécharger, donc, j'essaie de télécharger Anydex ici, télécharger maintenant. Donc, vous allez remarquer que là, je suis capable de télécharger Anydex. Il se télécharge aussi simplement. C'est comme si la règle de PAF ne fonctionne pas dessus. Si j'essaie par exemple un autre fichier, je prends par exemple TeamViewer, par exemple, voilà, TeamViewer. Et puis, c'est où ça? Free Download, Download TeamViewer. Et vous voyez, là, directement, ça se télécharge. Donc, si vous remarquez la différence qu'on va avoir sur ces deux liens ici qui parviennent à télécharger, c'est tout simplement parce que là, dans l'URL, vous allez remarquer que le nom du fichier ne se termine pas par quelque chose de .exe. Pareil ici, je suis sur l'extrémité ici, quand je regarde sur TeamViewer, ça ne se termine pas par .exe. Donc, remarquez le nom du fichier ici dans Anydex, c'est quelque chose win underscore exe. Il n'y a pas .exe. Ici, c'était carrément VLC Windows 67, 64, pardon, .exe. Et ici, c'était tout ce que vous voyez là maintenant, .iso. Donc, tant qu'on est en .iso et en .exe, on ne peut pas télécharger. Mais si le fichier n'est pas, du moins dans l'URL, on n'a pas l'extension du fichier, on réussit quand même à télécharger. Et tout ça, c'est à cause de quoi? Du mode d'inspection. Donc, on va revenir sur notre stratégie de pare-feu ici. Donc, ici, je vais revenir donc sur le filtrage de fichiers, ici sur cet objet de filtrage de fichiers qu'on avait choisi. Donc, ici, maintenant, je vais switcher de mode basé sur le flux au mode basé sur un proxy. Voilà, mode basé sur. Je suis juste simplement comme ça et puis je fais OK. Ici, je touche rien, je touche à rien. Et notez que lorsque vous avez switché le mode d'inspection sur la stratégie ou bien sur l'objet de profil de sécurité, vous devez également switcher votre stratégie de PAF sur ce même mode-là, mode d'inspection. Donc là, je vais switcher sur le mode basé sur le proxy. Donc là, je fais OK, je fais appliquer. Voilà. Donc maintenant, on va revenir sur notre poste ici. Donc ici là sur notre poste de travail. Et puis on va revenir ici sur les fichiers .exe qui ne fonctionnaient pas tout à l'heure. Je fais reload. Et là maintenant, vous voyez que le message d'erreur a changé. Ça veut dire que on est passé de cette interface qui montrait juste que le site n'est pas accessible à un message maintenant de FortiGate qui dit OK, the file avec extension .exe has been blocked due to its type and or properties. Donc les propriétés ou bien le type de fichier a été bloqué par le FortiGate. Voilà. Donc c'est pareil ici, si j'essaie de réactualiser ici, on aura donc le même message d'erreur, fichier.iso bloqué. Si je reviens sur Anydex, du moins si je reviens sur TeamViewer ici, et puis j'essaie maintenant de télécharger Quick Support, qui est également un outil qui est aussi un outil pour l'accès distant. Vous allez voir directement maintenant, j'ai le message d'erreur. TeamViewer QC64.exe has been blocked. Voilà. Donc maintenant, je ne peux plus télécharger un fichier .exe. Si je reviens en arrière et que je télécharge TeamViewer, je devrais avoir le même message d'erreur. Voilà. Donc TeamViewer.64.exe qui a précédemment téléchargé, maintenant ne télécharge plus. Tout simplement pourquoi? Parce que le profil, le mode d'inspection qui a été choisi au départ n'était pas le bon. Ça veut dire qu'en fait, en général, dans l'infrastructure, les utilisateurs font souvent ces erreurs-ci, du moins les administrateurs, et ils configurent mal le mode d'inspection et ils sont surpris, par exemple, d'avoir bloqué, par exemple, l'accès à une ressource ou à un type de téléchargement. Mais les utilisateurs continuent quand même à pouvoir télécharger. Donc, on a vu l'exemple tout à l'heure. On ne peut pas télécharger les fichiers VLC ou fichiers .iso. Par contre, on peut télécharger tout autre, du moins tant que l'information qu'on bloque n'est pas présente dans l'URL, on était capable de télécharger. Donc, il faut bien prêter attention lorsque vous choisissez votre profil votre mode d'inspection. Il faut très bien faire attention là-dessus. Donc là, on va passer donc à la prochaine vidéo qui est ici, la tâche 6, le contrôle donc applicatif. Donc, pour le contrôle applicatif, on va faire comme dans les précédentes vidéos, bloquer une catégorie, bloquer une application spécifique, ou bien bloquer donc des fonctions spécifiques. Donc,
On va aller sur le path ici. On revient sur le mode basé sur le... Non, on reste sur le mode basé sur le proxy. Donc maintenant, on va switcher, on va aller maintenant sur le contrôle applicatif. Donc comme toujours, moi, je préfère toujours éditer, dans mon cadre, le cadre des tests, je fais toujours avec les versions, les objets par défaut qui sont disponibles. Mais dans la pratique, vraiment, il faut créer vos propres objets de politique, vos propres objets de profil de sécurité, pardon, objets de profil de sécurité, que d'utiliser les versions, du moins ce qui vient par défaut. Donc, ce qu'on remarque déjà ici, lorsqu'on est connecté sur le profil d'application, contrôle applicatif, pardon, on a là-haut, par exemple, 141 applications cloud qui nécessitent une inspection donc, profonde. Ça veut dire que déjà ici, on vous informe que pour que le contrôle applicatif puisse fonctionner efficacement, il serait souhaitable de mettre la méthode, du moins la méthode d'inspection SSL en inspection profonde. Donc ici, inspection SSL, inspection profonde. Donc, vous remarquez, on parle ici de la méthode d'inspection SSL. Vous remarquez également qu'ici, on n'a pas la possibilité de choisir le mode d'inspection, c'est-à-dire que ce soit basé sur le flux ou basé sur le proxy. Le contrôle applicatif ne gère pas ça. Ça veut dire que si votre méthode, votre stratégie de PAF, qu'elle soit basée sur le flux ou basée sur un proxy, le contrôle applicatif ne gère pas ça. Voilà. Par contre, il souhaite plutôt que la méthode d'inspection SSL soit idéalement sur Deep Inspection, donc inspection profonde. Donc, qu'est-ce qu'on va faire donc ici? Comme on a dit, voilà l'ensemble des catégories. Donc, vous remarquerez que pour chaque profil, on a vu dans les précédentes vidéos les filtrages web, filtrage DNS. Pour chacun de ces profils-là, il y avait des catégories. Donc, vous remarquerez par exemple que les catégories qui sont présentes ici pour le contrôle applicatif ne sont pas forcément les mêmes catégories qu'on avait dans les autres filtrages. C'est pour ça aussi qu'il faut très bien savoir à quel niveau est-ce qu'il faut aller bloquer telle ou telle information. Donc ici, voici les différentes catégories qui sont ici. Donc ce qu'on va faire par exemple ici, là, on va essayer de bloquer la catégorie Generative AI. Donc IA générative, donc je clique sur cet œil. Donc les actions qui sont disponibles également ici, c'est quoi? Surveiller, autoriser, bloquer ou mettre en quarantaine. Donc, ici, par exemple, avant de bloquer, si vous voulez voir, par exemple, ici, contrairement aux autres profils d'inspection, vous voyez, par exemple, pour chaque catégorie, on vous montre, par exemple, le nombre d'applications et le nombre d'applications cloud qui sont regroupées dans ce profil. Donc, ici, dans Generative AI, vous avez, par exemple, 30 applications contre eux et 24 applications cloud. Donc, pour voir, par exemple, ces 30 applications et les applications cloud, vous venez simplement ici et vous prenez afficher les signatures. Donc, vous pouvez afficher les signatures des 30 applications ou bien les signatures des applications cloud. Donc, si je clique par exemple sur les signatures ici, vous avez l'ensemble des applications. Donc, ici, vous allez avoir par exemple les applications ChatGPT, Claude AI, CapCut, ainsi de suite. Donc, ce qu'on va faire donc ici très vite, c'est bloquer. Ça veut dire qu'ici, on essaie par exemple de bloquer l'accès à tout site à caractère intelligence artificielle qui, à date, est reconnu sur notre FortiGate parce qu'il faut savoir que comme l'IA est actuellement en cours de développement et en cours d'expansion, c'est au fur et à mesure que les nouvelles intelligences artificielles sortent que l'équipe de FortiGate catégorise ces sites-là directement dans la catégorie correspondante. Donc, il est possible qu'on puisse accéder à un site, on puisse bloquer cette catégorie, mais on puisse quand même accéder à un site d'intelligence artificielle qui venait peut-être d'être créé récemment et que l'équipe de sécurité n'a pas encore catégorisé dans la bonne, enfin classé dans la bonne catégorie. Donc, on va bloquer comme ça et puis on touche rien ici, on va directement dans sur OK. On applique. Donc, comme on a dit ici, que votre méthode d'inspection soit basée sur le fixe ou sur le proxy, ça ne pose pas de problème. Par contre, Deep Inspection, ici, là, c'est recommandé. On fait OK. Ensuite, on va donc accéder à notre environnement de test. Donc, ici, sur notre environnement de test de travail ici, donc on va aller avec le premier IA qui vient en tête, ChatGPT, bien évidemment. Donc, on va essayer d'accéder. Actualiser. OK. Donc, lorsqu'on essaie d'accéder à ChatGPT, voilà donc le message d'erreur qu'on obtient. Donc, application OpenAI.ChatGPT dans la catégorie Gen AI, site URL, la voici, bloqué. Donc, ça également, l'autre qu'on a vu, c'était quoi? Claude AI. Ouais. Claude AI, ça c'est aussi l'intelligence artificielle. Donc, c'est également bloqué. Donc, deuxième option qu'on doit faire actuellement, c'est quoi? On revient sur notre stratégie. Donc maintenant, au lieu de bloquer toute une catégorie, on va procéder plutôt au blocage d'un site en particulier. Donc là, au lieu de bloquer toute la catégorie, on va la laisser autoriser. Et puis maintenant, on va essayer donc de bloquer plutôt un site. Donc ici, on va aller dans la dérogation d'application et de filtres. Donc ici,
Avant d'accéder ici, vous avez ici le bouton application du protocole réseau. Donc ici, c'est là où vous pouvez faire, par exemple, comment je vais dire, forcer, par exemple, les applications à utiliser, du moins, forcer les applications à utiliser un port spécifique, du moins, de contrôler. Je vais dire quoi? Si, par exemple, quelqu'un sur votre réseau envoie, par exemple, du trafic, par exemple, HTTPS, du trafic HTTPS, vous souhaitez, par exemple, que ce trafic soit sur le port KK3. Si le trafic n'est pas sur le port KK3, alors vous bloquez le trafic sur votre réseau. Donc, si quelqu'un fait du trafic HTTPS et que ce n'est pas sur le port KK3, vous bloquez. Si vous avez plusieurs autres ports, vous pouvez mettre virgule, vous pouvez mettre ici, et puis vous entrez la virgule, et puis vous entrez dans les autres numéros de port, ainsi de suite. Voilà. Donc, KK3, et puis je fais bloquer. Donc, ça, c'est juste pour renforcer et forcer, en fait, les applications à utiliser un certain port. Donc, ça ne nous intéresse pas ici. Donc, ici, je vais dire, en dérogation, ici, qu'est-ce que je veux? Ici, vous avez les applications. Donc, vous choisissez l'action. L'action que je veux, c'est bloquer. Qu'est-ce que je veux bloquer, par exemple? ChatGPT. OK? Donc, ici, comme on a dit, le contrôle applicatif permet non seulement de bloquer des sites, mais de bloquer également certaines fonctions liées au site ou bien à l'application concernée. Par exemple, ici, vous avez vu OpenAI.chatGPT. Ça, c'est par exemple le site web, du moins c'est l'accès au site. Par contre, il y a d'autres fonctions, par exemple, comme faire des posts. Post, c'est par exemple commenter, se connecter, charger, uploader un fichier. Ça, c'est des fonctions qu'on peut contrôler. Ça veut dire que vous pouvez, par exemple, permettre à ce que OpenAI soit, ChatGPT OpenAI soit accessible sur votre réseau, mais vous bloquez par exemple le chargement des fichiers, vous bloquez par exemple vos utilisateurs de pouvoir se connecter, vous bloquez par exemple vos utilisateurs de pouvoir faire les commentaires, poster les commentaires ou bien voilà, faire des posts. Donc, ça c'est l'ensemble des fonctions, on va voir ça dans quelques minutes. Donc, pour l'instant, on bloque d'abord l'accès juste au site ChatGPT. Donc, notez qu'avant de faire la sélection ici, vous devez déjà choisir l'action ici. Donc, choisir l'action, comme j'ai dit, bloquer. Je sélectionne l'élément et puis je viens ici, c'est ajouter les entrées sélectionnées. Donc, je vais prendre dans cette entrée ici. Vous voyez, sélectionner, c'est que l'action est sélectionnée. Donc, je fais ici, là, faire OK. Donc, vous voyez que j'ai créé donc un nouveau filtre ici pour bloquer OpenAI.chatGPT. Mais le site, je le laisse autorisé. Bon, c'est vrai que par défaut, il était sur surveillé, mais là, j'ai mis autorisé. C'est pas si grave. Donc, là, on va aller faire le test. Je fais OK. Appliquer. Oui, je reviens donc sur notre poste de travail ici. Donc, sur notre poste de travail, pardon, ici. Normalement, en rafraîchissant dans Claude AI, ça devrait fonctionner à présent. Donc, j'essaye. Et donc là, vous voyez, on peut accéder à OpenAI. Par contre, ici, sur ChatGPT, si je fais actualiser, on reste bloqué. Bien évidemment, parce que voilà, c'est le seul site de cette catégorie, c'est là que j'ai bloqué. Tous les autres sites de l'intelligence artificielle devraient fonctionner. Donc maintenant, l'autre action à faire, c'était de faire quoi? Bloquer des fonctions spécifiques. Donc par exemple, si je reviens dans sur notre stratégie ici, donc ici, je reviens éditer notre profil. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire encore nouveau. Donc je vais essayer de bloquer quelque chose d'autre, une application Zoom. Donc par exemple, là, vous voyez un ensemble de choses qu'on peut faire avec Zoom. Je peux laisser les utilisateurs avoir accès à Zoom, mais je peux les empêcher, par exemple, de télécharger les fichiers, uploader les fichiers sur Zoom, se connecter, joindre des réunions. Voilà, plusieurs choses que vous pouvez bloquer sur Zoom, par exemple. Donc là, on va par exemple bloquer l'accès au site web Zoom. Donc, autre chose que je vais faire, par exemple, ce sera YouTube. Donc, je vais aller par exemple sur YouTube, chercher YouTube. Donc là, par exemple, vous allez voir, par exemple, vous pouvez bloquer carrément l'accès au site YouTube. Ou alors, vous pouvez bloquer plutôt ces différentes actions-ci. Ça veut dire que vous pouvez laisser les utilisateurs accéder à YouTube. Cependant, vous pouvez les empêcher, par exemple, de télécharger, de poster des commentaires, par exemple, de suivre la musique, d'accéder aux shorts, les shorts qui sont les petites vidéos de YouTube, de jouer même la vidéo. Ça veut dire qu'ils peuvent voir la vidéo, mais appuyer sur play, il ne peut pas le faire pour jouer la vidéo. Uploader une vidéo sur YouTube, non. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est quoi? Je vais, par exemple, empêcher l'utilisateur de commenter une vidéo YouTube ou bien, par exemple, accéder aux shorts. Donc, ça, par exemple, on va tester les deux ici sur YouTube. Donc, je vais prendre ces deux-ci et puis je vais faire ajouter les entrées sélectionnées. Voilà. Donc, je fais OK. Donc, on va tester dans Zoom et ces deux choses ici sur YouTube. Donc, je fais OK. Appliquer ici. Et puis, ce qu'on va faire, c'est on va sur notre environnement de test ici. Donc, première chose, on essaie d'accéder au site de Zoom. Donc,
Zoom, par exemple, se connecter, je crois. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, le site Zoom, il est bloqué directement. Donc là, maintenant, on va aller sur YouTube. Voilà. Pour faire les autres tests. Donc là, par exemple, on n'a pas bloqué l'accès à YouTube. Donc, normalement, YouTube devrait fonctionner. Donc, YouTube, il fonctionne. Là, maintenant, je vais accéder, par exemple, à cette vidéo-ci. Et sur cette vidéo, qu'est-ce que je vais essayer de faire? C'est je vais mettre sur pause. Et puis, je viens un peu ici plus bas. Je vais faire, par exemple, ajouter un commentaire. Je vais dire, par exemple, good vidéo. Par exemple, je vais ajouter un commentaire. Vous allez voir là, ça va tourner, ça va tourner énormément. Ça va pas pouvoir appliquer la vidéo, du moins appliquer le commentaire. Donc l'utilisateur qui va accéder, il va se dire que peut-être c'est un problème avec le réseau, mais même après actualisation, donc là je viens d'actualiser et je reviens directement donc sur la section des commentaires encore ici. Vous n'avez pas mon commentaire n'est toujours pas là. Good vidéo. Bon, avec les fautes et tout ça, c'est pas grave. Je fais good vidéo. Même comme ça ne parvient pas à afficher. Donc là, autre chose qu'on a dit, c'est bloquer par exemple les shorts. Donc ici, je viens donc sur mon YouTube ici et je vais revenir ici donc sur short. J'essaie d'accéder donc pour voir les vidéos short. Donc là, vous voyez quand je clique, je n'ai pas accès aux short. Là, par contre, si je vais sur accueil, il me montre l'accueil, les abonnements, il me montre les pages sur lesquelles je peux m'abonner, l'historique, il me montre les historiques. Mais seulement si je viens sur Short, vous voyez sur Short, je peux cliquer sur Short à maintes reprises, rien du tout. Je peux aller sur une autre vidéo, sur cette autre vidéo aussi. Je mets par exemple pause, et puis je viens dans la section des commentaires ici, je fais, j'écris n'importe quoi, voilà. Et puis je fais ajouter. Vous voyez là, ça tourne en bourrique, ça va pas afficher. Donc là, ça c'est des choses qu'on peut faire par exemple sur YouTube, on peut faire ça sur plusieurs autres applications. Bon, ça, c'est intéressant à comprendre parce que là, ça vous montre directement la différence qu'il y a, par exemple, entre bloquer un site web directement, par exemple, sur le filtrage. On a parlé de bloquer les sites web. Par exemple, on a vu comment bloquer les sites web sur le filtrage web, bloquer les sites web, par exemple, sur le filtrage DNS, bloquer les URL et autres. Mais ici, vous avez, par exemple, dans le contrôle applicatif, non seulement la possibilité de bloquer un site web, mais également de bloquer certaines fonctionnalités qui sont liées à ce site web-là, notamment, comme on a dit, bloquer, bloquer les fonctions, par exemple, empêcher un utilisateur de commenter une vidéo, empêcher un utilisateur de participer à une réunion Zoom, c'est-à-dire qu'il peut avoir Zoom sur son ordinateur, mais il n'est pas capable de joindre une réunion, il n'est pas capable d'accéder à un groupe pour faire des chats. C'est-à-dire que c'est un ensemble de choses. Ici, là, vous avez vu plusieurs options sont disponibles. Vous pouvez, par exemple, bloquer l'accès au site de jeux, bloquer l'accès aux réseaux sociaux, ou bien vous laissez les réseaux sociaux comme Facebook et autres, ou bien vous pouvez laisser les utilisateurs accéder aux réseaux sociaux comme Facebook et autres, mais vous bloquez les fonctions, par exemple, comme poster un commentaire, poster une publication, commenter. Voilà, c'est des choses que vous pouvez faire sur les catégories dans le filtrage ou bien le contrôle applicatif. Donc, les amis, on va passer donc à la tâche suivante qui était la tâche 7. Donc, ça, c'est censé être une petite tâche. Ça, c'est juste pour la tâche 7, type de filtrage. Donc, on va faire ça rapidement. Donc, ici, par exemple, je vais revenir sur le filtrage web. Filtrage web ici. Donc, cette tâche-ci-là ne devrait pas être une si grosse tâche. Donc, je vais prendre un cas par exemple. Lorsque vous êtes sur le filtrage web, si je viens par exemple ici, je fais nouveau. Si vous voulez bloquer par exemple un site, par exemple, je pense à un site exemple.com. Alors, les différents types que vous avez ici, vous avez type simple. Le type simple ici veut dire que vous voulez bloquer exactement le texte qui est renseigné ici, du moins l'URL qui est renseigné ici. Ça veut dire que ça peut être un nom de domaine, ça peut être un nom de domaine slash page 1 slash page 2 slash quelque chose point HTML. Je veux dire, vous pouvez mettre par exemple une URL complète et décider de mettre ça sous forme simple et bloquer. Ça veut dire que vous bloquez uniquement cette expression-ci là dans l'URL. Lorsque la personne va prendre à chaque fois qu'il y aura cette URL-ci là dans un navigateur sur votre réseau, l'action que vous aurez choisie ici là va s'appliquer. Ensuite, la deuxième option, par exemple, c'est wildcard. Je vais revenir, je supprime ça. Wildcard, je vais prendre wildcard ici. Wildcard ici, par exemple, c'est lorsque vous avez envie de supprimer, pardon, pas supprimer, d'exécuter une action sur, par exemple, un domaine et ses sous-domaines. Le cas très souvent, pour le wildcard, on va mettre par exemple ici étoile, point. Et à la fin, on met par exemple étoile. C'est pour dire par exemple que vous voulez bloquer non seulement le site exemple.com, mais vous voulez bloquer également tout ce qui vient avant. C'est-à-dire que ça peut être des sous-sites ou des sous-pages comme par exemple support.exemple.com, marketing.exemple.com. En tout cas, tous les sous-sites de ce site-là vont également être bloqués. C'est ça, par exemple, à quoi sert très souvent le wildcard.
Maintenant, là où c'est un peu plus complexe, c'est expression régulière. Dans les expressions régulières, c'est beaucoup plus complexe que le wildcard dans la mesure où vous utilisez l'expression régulière lorsque vous voulez bloquer, par exemple, des contenus qui ont une certaine occurrence ou bien un certain pattern bien défini. Donc, vous voulez bloquer pour expression régulière, vous voulez bloquer, par exemple, un site, je prends un exemple qui commence par 3W. Après le 3W, vous avez très souvent, c'est-à-dire que vous avez pu observer que ce site-là, il y a comme ça se métamorphose de temps en temps. Il y a ça par exemple sur les sites de torrent. Vous allez remarquer, il y a les sites de torrent où vous accédez, vous voyez les torrents. Aujourd'hui, la page s'appelle torrent9.com. Demain, c'est torrent quelque chose d'autre.com. Donc, c'est un peu pour pouvoir bloquer cette carte, c'est ce genre de sites-là qui ont par exemple des modifications qui se font tous les. Vu que ce sont des sites qui sont bannis sur Internet, qui sont très combattus, ça fait que même les propriétaires de ces sites-là, très souvent, ils jouent juste comme ça avec les noms de domaine. Ils modifient ça peut-être chaque semaine, chaque 2 semaines. Ça veut dire que le même site ne pouvait pas accéder aujourd'hui et venir demain voir le même lien. Donc, très souvent, vous allez avoir ça, par exemple, comme ça, là. Ça commence par 3W. Ensuite, vous allez avoir quelque chose comme une série. Une série de chiffres. Donc, pour mettre cette série de chiffres-là, vous allez dire, par exemple, de 0 peut-être jusqu'à 50. Parce que vous avez observé que très souvent, c'est dans cette catégorie, dans cette fourchette-là que le site change d'adresse. Donc, vous allez avoir ça comme ça, 3W. Non, pas point, je crois 3W. Ensuite, vous avez la série. Ensuite, ici, pour marquer le point, par exemple, lorsque vous êtes sur l'expression régulière, pour marquer le point, vous allez utiliser point et mettre la barre. Donc, le site s'appelle par exemple exemple.com. Vous voyez, exemple.com. Mais à chaque fois, quand vous avez remarqué qu'à chaque fois, quand vous vous connectez, vous vous rendez compte que le site aujourd'hui, c'est 0exemple.com. Et puis demain, c'est exemple2 ou bien c'est exemple3.com. Donc, vous allez par exemple bloquer comme ça, ou bien vous venez par exemple également ici, vous allez mettre par exemple également ce filtre-ci de 0 à 50. Voilà. Ça fait en sorte que au quotidien, lorsque la personne joue avec les filtres, ça veut dire qu'il met par exemple des codes ou des caractères particuliers en début du nom de son domaine ou bien par exemple à la fin. Vous êtes en mesure donc par exemple d'utiliser ce filtre-ci là, entre crochets, vous mettez dans ces valeurs-ci là, ça permet que à chaque fois que ça va être modifié ou bien changé, vous allez donc à partir de l'expression régulière pouvoir capter dans ce changement là, vu que le site, à chaque fois qu'il va changer, l'URL va forcément tomber dans l'expression que vous aurez renseignée ici. Et donc, il sera donc, vous allez appliquer dans l'action que vous avez ici. Donc, c'est ça en fait un peu comme l'expression régulière. Donc, vous allez utiliser les expressions régulières lorsque vous avez observé que vous avez observé une certaine occurrence d'une même opération, mais qui varie par exemple sur un caractère spécifique, à un emplacement spécifique. Et donc, vous allez pouvoir donc jouer donc avec ceci. Donc, sans plus tarder, je pense que dépendamment de la longueur de la vidéo, je vais voir. La tâche 8, ça sera sur la redirection des sites. Donc, vous avez vu tout à l'heure qu'à chaque fois qu'on redirige les utilisateurs, lorsqu'on bloque une page, on redirige toujours les utilisateurs sur un message d'erreur de FortiGate. Ça peut être un message d'erreur ou bien une page de blocage, mais très souvent, c'est avec un contenu qui est défini par FortiGate. Donc, je sais pas, voilà, par exemple, ici, c'est un contenu qui est défini par FortiGate. Donc, supposons par exemple que vous avez envie de changer ça, vous voyez les messages différemment, dépendamment du type du profil que vous appliquez, les messages sont déjà prédéfinis. Donc, supposons par exemple que sur votre réseau, vous avez envie de rediriger les utilisateurs vers d'afficher un contenu autre que celui-ci, ou bien rediriger les utilisateurs vers un autre site. Par exemple, si quelqu'un veut accéder à facebook.com, vous le redirigez par exemple sur youtube.com. Je ne sais pas, je vais dire, il y a cette possibilité-là. Donc, dans cette autre tâche, on va voir comment rediriger les utilisateurs vers un portail d'entreprise. Ça veut dire que vous avez votre portail d'entreprise sur lequel vous avez renseigné par exemple des instructions pour expliquer aux utilisateurs par exemple pourquoi un site est bloqué et quelle est la mesure qu'ils peuvent, du moins quelle est la procédure qu'ils doivent suivre s'ils veulent par exemple qu'on leur ouvre ce site-là. Par exemple, vous savez, les gens qui travaillent chez vous dans le département marketing, vente et autres, très souvent, ils ont besoin d'accéder aussi des réseaux sociaux. Voilà. Donc, exceptionnellement, vous pouvez faire, ils peuvent procéder, si vous avez redirigé vers le portail d'entreprise, là, vous avez expliqué les instructions sur comment procéder. Ils peuvent donc soit envoyer une requête d'un billet et ça tombe dans votre équipe et vous procédez pour les laisser accéder au site bloqué. Donc, on va voir comment rediriger vers le portail d'entreprise. On va voir comment rediriger vers un site web spécifique. Comme j'ai dit, vous pouvez, par exemple, décider sur votre réseau. À chaque fois que quelqu'un essaie d'accéder, chaque fois qu'un utilisateur de votre réseau essaie d'accéder à un site exemple.com, vous le redirigez plutôt vers le site exemple2.com. On va voir comment faire ça également ici. Et également, on va voir comment rediriger vers une page web personnalisée. Ça veut dire qu'ici,
Au lieu d'avoir cette page ici là, vous allez je vais vous montrer comment vous customisez votre propre page HTML que vous affichez en lieu et place de cette page ici là. Donc les amis, restez scotchés, on se prend donc dans cette autre vidéo là.